Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, je suis Florence, ravie de vous retrouver. Bonjour Christophe. Comment avez-vous passé ces 15 jours sans moi? Ça a été, très bien. Je Une vois. semaine de vacances. Voilà, 15 jours de vacances. Et vous, même. 15 jours. Moi, c'était une semaine. Bon, en tout cas, belle reprise à vous depuis émission. une semaine. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes à nouveau, bonjour à tous. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur, accompagnée au micro par Christophe et par Philippe. Bonjour à tous les deux. Ils sont donc à la technique. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous retrouver en vidéo live via Facebook, page Bar de l'économie. Et puis ensuite, sur notre chaîne YouTube, au Bar de l'économie, bien sûr. Abonnez-vous d'ailleurs. Alors, les thèmes du jour, Margency en Val d'Oise. Lire autrement et prévenir les risques psychosociaux. C'est ce dont nous allons parler avec nos invités, que je remercie d'être là et que j'accueille tout de suite. Thierry Brun, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Ils sont très en forme, je vous confirme. Ils sont très en forme tous, on est tous très en forme et ravis donc d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes le tout nouveau maire de Margency en Val d'Oise. Vous avez été élu le 15 mars dernier, donc ensemble, bien sûr, on parlera de votre élection, puisque c'est la première fois que vous êtes élu maire de Margency en Val d'Oise. On parlera bien sûr du confinement pour une commune de moins de 3000 habitants. Et puis on parlera évidemment de votre rôle de maire et des élus tels que vous l'envisagez. Et puis de l'actualité, s'il y en a effectivement, parce qu'avec cette fameuse pandémie, je suppose que beaucoup d'événements sont annulés. À vos côtés, François Delporte, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes le fondateur de Rocambole, une appli pour lire autrement et créée en juin 2019. Tout à fait. Et à vos côtés, Thierry Delarovère, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes le fondateur de Stop Marcel, une plateforme de prévention des risques psychosociaux et de harcèlement, une entreprise que vous avez créée en 2019 alors que vous êtes toujours d'ailleurs architecte et que vous exercez ce métier. Donc on sera également très intéressé à savoir comment vous est venue cette idée et pourquoi, bien sûr. Alors on démarre comme d'habitude avec nos infos du jour, mais tout de suite la chronique du jour, la chronique santé, comme tous les jeudis d'ailleurs, santé réalisée par les entretiens médicaux d'Anguin avec Jean-Claude Durousseau sur le thème aujourd'hui de apprendre à respirer. 2 minutes pour comprendre, aujourd'hui, apprendre à respirer. Alors je suis avec Karine Laurent, vous êtes spécialiste sport santé et santé. Laurent encore. Pourquoi C'est déjà passé? C'est déjà passé? Tout simplement, normalement, la respiration est automatique, c'est la respiration abdominale, mais aujourd'hui, la société qui s'accélère et le stress a tendance bien évidemment à nous désynchroniser en termes de respiration. C'est pour ça qu'il est important de réapprendre à respirer. Exactement, d'ailleurs, je vais vous inviter à le faire. Si Alors voilà, comment on fait? Alors, vous mettez bien droit. Là, je respire, mais dos bien sans droit. avoir appris. Voilà, dos bien droit, je descends mes épaules, les épaules loin des oreilles, et je vais mettre mes mains... Je remonte les oreilles. Voilà, je mets mes mains sur le ventre, je vais inspirer par le nez, gonfler mon ventre. Là, je vois que vous êtes en train de creuser. Non, c'est l'inverse. oui. J'inspire, je gonfle mon ventre, et j'expire, je vais creuser mon ventre. Voilà, et plus je creuse et plus je vais engendrer la relaxation. C'est très très important, parce que vous l'avez vu, bien évidemment, au cours de la journée, on a tendance à inverser notre respiration. On est beaucoup en respiration thoracique. Donc l'idée, relaxé, là, je suis bien. Voilà, vous êtes mieux, ça se sent. Et donc c'est important parce que déjà pour la gestion des émotions, mais pas simplement, c'est aussi pour toutes les viscères, parce que la respiration abdominale, ça masse bien évidemment. Il faut faire ça combien de fois par jour? Ou combien de temps par jour? Et à quel moment de la journée? Dès qu'on en a l'utilité, je pense que l'important c'est que les gens apprennent à se connaître. On le sait, quand on commence à dépasser un peu la zone rouge, on le ressent, donc hop, dès que je sens que je dépasse la zone rouge, je fais de la respiration abdominale. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Donc on va suivre vos conseils, alors ça va nous relaxer, c'est ça? Oui, ça va vous relaxer, et puis c'est aussi pour éviter un peu l'emballement émotionnel, parce que tout est en lien. Je respire, j'accélère ma respiration, et bien évidemment, mon cerveau devient aussi moins efficient. Donc par ce biais-là, on est encore plus performant. Soyez relax, mettez en œuvre nos conseils. À bientôt. Et voilà, c'était donc les bons conseils pour apprendre à respirer, pour apprendre à se relaxer. Je pensais que en cette période de confinement, c'est important d'y penser, même si on est chez soi et même si on fait du télétravail. Voilà, donc écoutez, profitez-en. Alors, première info du jour, depuis le 2 novembre à 9 h, un numéro spécial d'information sur les mesures d'urgence pour les entreprises en difficulté est ouvert. Donc, si vous avez des questions sur les reports de charges ou d'impôts, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité,
ou l'activité partielle, eh bien faites le 0806 000 245 et c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Et c'est au prix d'un appel local. Ce service est assuré conjointement par la Direction générale des finances publiques et l'URSSAF, mais les agents ne répondront pas à vos questions personnelles parce qu'ils n'ont pas accès tout simplement à vos dossiers. Donc si vous voulez connaître l'avancement d'une demande d'aide, par contre, là, il convient de passer par les centres de référence ou la messagerie de votre compte professionnel en ligne et c'est quand même plus sécurisé. Alors ce numéro de téléphone est un complément de la plateforme internet déjà existante, je la rappelle, c'est économie sans accent .gouv.fr/Covid-19 soutien entreprise au pluriel. Autre numéro d'appel d'urgence pour les entreprises et commerces en difficulté, c'est le 01 55 65 44 deux fois, mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France qui réactive le dispositif J'aime mes commerces à domicile, un outil de référencement et d'information pour les commerçants en capacité de livrer et d'assurer la vente à emporter dans 250 communes d'Île-de-France. La région également a décidé de renforcer à nouveau le dispositif d'aide, celui qui s'appelle chèque numérique, afin qu'il réponde plus efficacement aux besoins actuels des entreprises qui n'ont pas encore d'outils Internet et il est géré bien sûr toujours par la CCI Paris-Île-de-France. Autre information, c'est 40 organisations et fédérations d'entreprises tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent au gouvernement de rouvrir tous les commerces dès le 13 novembre et de mettre en œuvre de véritables mesures de soutien bénéficiant à l'ensemble de ces entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur, d'autant qu'ils ont mis en place toutes les mesures permettant d'assurer la sécurité tant des collaborateurs que des consommateurs, masques, gel, distanciation sociale, limitation du nombre de clients dans les boutiques et isolement des produits. Les ventes en ligne ne représentent en moyenne que 10% de l'activité des commerces de détail. Par conséquent, les solutions alternatives, disent-ils, mises en place du type click and collect, prise de rendez-vous, livraison, permettront seulement de maintenir une petite part de l'activité de ces points de vente, mais en aucun cas elles n'assureront la survie des commerces. Les périodes de fête de Noël, la période la plus importante pour la plupart des commerçants, représente entre 20 et 60% du chiffre d'affaires de l'année. Et donc, il s'agit en fait de sauver plus d'1,2 million d'emplois salariés et d'indépendants qu'ils s'estiment menacés. Alors, Thierry Brun, vous qui êtes dans une commune de 3000 habitants, qu'en pensent les commerçants chez vous ? Les commerçants, ils en pensent qu'aujourd'hui, ils sont désespérés. Parce que pour certains, bien sûr, ils sont commerces alimentaires, mais pour la plupart, ils sont commerces considérés comme étant non essentiels. Et donc ça veut dire que du jour au lendemain, comme pour le premier confinement, ils doivent fermer porte. Donc ça veut dire qu'ils ont tenu avec le premier confinement un certain nombre de semaines et de mois, donc avec une trésorerie. Là, c'est le deuxième couperet qui fait qu'ils pensent que ça va être fatal, tout simplement. Donc en fait là, on est en train de tout simplement parler de la vie ou de la survie de certains petits commerces qui aujourd'hui font nos cœurs de ville. Et on s'est d'ailleurs mobilisé pendant tout le week-end, samedi, dimanche, élu. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, puisque pour ma part j'ai écrit au préfet, mais l'ensemble des maires du Val d'Oise se sont mobilisés aussi en écrivant aussi au Premier ministre. L'ensemble des départements, au travers de leurs présidents et présidentes, ont fait un courrier aussi au Premier ministre. Il y a eu donc une mobilisation, il y a un appel aussi du sénateur, je crois que vous recevez demain, que je vais co-signer pour aussi faire en sorte qu'il soit entendu que les commerces non alimentaires soient réouverts, bien sûr en respectant, puisque nous sommes des élus responsables, les protocoles sanitaires, de façon à ce que les commerces de type librairie, coiffeur ou autres commerces non alimentaires puissent intégrer bien sûr des jauges et des précautions qu'ils ont d'ailleurs pour la plupart, je pense notamment aux coiffeurs, qui sont bien sûr à marge aussi très présents, qu'ils ont intégré pendant toute la période qu'on vient d'ouvrir. C'est-à-dire qu'ils avaient effectivement, avec une très très grande rigueur, appliqué le protocole sanitaire. Donc là, en fait, l'enjeu, c'est effectivement la survie des commerces et des emplois, bien sûr, de l'ensemble des agents et
les employés de ces commerçants. Alors il y a aussi tout un secteur de professions indépendantes, comme on dit, où là on en entend un petit peu moins parler. Est-ce que ces gens-là qui sont en difficulté tapent également à la porte de la mairie, Thierry Brun? Alors en fait aujourd'hui on a mis à disposition et on avait anticipé sur le budget, puisqu'on a voté le budget étant élu, comme vous l'avez rappelé, le 15 mars, on a été installé le 25 mai, on a voté le budget le 18 juin, et on avait anticipé le fait de pouvoir aussi augmenter le budget de, vous savez, ce qui s'appelle le CCAS, le budget on va dire, de solidarité vis-à-vis des plus anciens, mais aussi des personnes vulnérables ou des plus jeunes. Et donc aujourd'hui, on a mis en place des dispositifs d'aide. La première chose, c'est bien sûr de pouvoir prendre en compte en fait, des aides d'urgence, des aides qui sont tout simplement des aides alimentaires, parce qu'on se retrouve face à des situations où certaines personnes se retrouvent sans emploi, ou en tout cas avec des emplois très précaires, donc avec des accidents de la vie qui sont accélérés par cette période de confinement ou cette période tout simplement de crise sanitaire qui se transforme en crise économique, il faut dire les choses. Et donc aujourd'hui, on prend en compte, oui, un ensemble d'aides. On a mis en place donc très rapidement des permanences donc, le mercredi et le samedi où les gens peuvent venir nous voir, instruire des dossiers et on aide effectivement de ce point de vue-là donc les personnes oui, qui sont dans les difficultés. On a aussi sur Margency constitué très rapidement aussi une association qui s'appelle Margency Solidaire et qui a connu un formidable élan de solidarité dans la population. Au départ, c'était surtout pour pouvoir fabriquer, concevoir des masques, puisqu'on a distribué le 8 mai de cette année à la population plus de 3000 masques, donc en tissu, et donc avec bien sûr un appel aux dons pour avoir du tissu, pour avoir du fil aussi, des élastiques. On est allé chercher dans le sud-est des liens viticoles pour pouvoir avoir des élastiques pour les masques. Et ça nous a permis aussi de montrer que les personnes avaient beaucoup de ressorts de solidarité pour se mobiliser en fait. Que finalement c'est possible et puis oui, c'est facile. Ça fait chaud au cœur et puis on s'aperçoit aussi que derrière cette action de solidarité, on a mis en place aussi un certain nombre de personnes qui peuvent aussi, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui dans le confinement, des courses, on fait des courses alimentaires, on porte des plis au poste pour les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne veulent pas sortir ou qui ne peuvent pas sortir. Bien sûr. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, je reçois demain le sénateur Sébastien Meurant qui vous a proposé, et vous êtes co-signataire de la lettre. Donc finalement, que pensez-vous du confinement? Donc on a bien compris que le confinement voulu par le ministre de la Santé, Olivier Véran, c'est pour protéger nos soignants, bien sûr, et puis parce qu'il n'y a pas assez de lits en réanimation. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « Je ne comprends pas ce qui s'est passé entre les deux périodes de Covid. Pourquoi n'a-t-on pas augmenté le nombre de lits dans les hôpitaux en réanimation ?» En fait, il y a des choses effectivement qui sont, enfin des points qui sont incompréhensibles effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a supposé avoir quand même une expérience de premier confinement et on n'a toujours pas mis en place des moyens qui nous permettrait justement d'accueillir donc sans doute 10 000 ou 14 000 lits. Je crois qu'il y a à une époque, il avait même été dit de pouvoir monter notre capacité jusqu'à 14 000 lits, comme d'autres pays ont pu le faire d'ailleurs, donc en Europe. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est assez similaire du premier confinement de ce point de vue-là, et où on est réellement très, très liés, bien sûr, à des professionnels de santé qui sont en plus sous tension. Et donc, j'avais fait un post très récent pour témoigner, bien sûr, de notre soutien à tous les professionnels de santé qui sont aujourd'hui sur ce deuxième confinement usé, qui se retrouvent effectivement sous tension, qui se retrouvent avec des conditions d'accueil et qui sont très, très difficiles. Et qui ont, semble-t-il, pas bien plus de moyens en fait, qu'ils n'avaient en fait, au premier confinement. Donc on est en fait, dans cette situation très, très critique où d'une part il faut sauver le système de santé et on a l'impression que les moyens n'ont pas été mis en place, on n'a pas tiré les leçons
de ce premier confinement en augmentant les moyens des hôpitaux sur la période d'été. Donc si je comprends bien, ce que vous voulez dire, c'est qu'au lieu de plomber l'économie, on aurait mieux fait de financer le système de santé pour augmenter la capacité? Oui, disons qu'en tout cas, on augmentait les moyens. Aujourd'hui, on aide et on débloque des dizaines de milliards, des centaines de milliards sur l'économie. Le système de santé mériterait aussi, bien sûr, qu'on puisse débloquer des moyens pour investir. Alors, certes, ça ne se fait pas sans doute en quelques semaines, mais en tout cas, c'est une dynamique qui aurait pu être enclenchée beaucoup plus tôt. Merci beaucoup Thierry Brun. Alors, avant-dernière info du jour, c'est un webinaire pour tous ceux qui exportent, et notamment vers l'Angleterre ou qui importent. Eh bien, un webinaire est organisé, il s'appelle Brexit, êtes-vous prêts? Ce sera le 12 novembre de 14h30 à 16h30. C'est réalisé par le MEDEF avec la Direction Générale du Trésor, la Direction Générale des Entreprises, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et la Direction Générale des Finances Publiques. C'est Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui conclura ce webinaire, parce que la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne aura bien lieu le 31 décembre 2020 et donc ça aura des conséquences inévitables sur l'activité des entreprises puisque vous devez vous préparer à des changements considérables en matière de fiscalité, de formalités douanières, de contrôle, de certification, de règles d'origine, de marquage ou d'étiquetage. Voilà, vous saurez tout ou presque tout en tout cas au cours de ce webinaire. Je rappelle, c'est le 12 novembre de 14h30 à 16h30 organisé par le MEDEF. Inscrivez-vous sur la plateforme bien sûr du MEDEF. Autre information du jour, on va parler un petit peu culture. Ça fait du bien quand même par les temps qui courent. Souvenez-vous, je vous avais parlé de l'expérimentation du Pass Culture. Eh bien, le bilan, le voici. Sur les 135 000 jeunes éligibles dans 14 départements participant à cette expérimentation depuis juin 2019, 100 000 jeunes se sont inscrits pour 500 000 réservations effectuées au total. À ce jour, 4 000 lieux culturels proposant des offres ou des activités sur l'application sont inscrites. 75% des réservations totales concernent des biens et activités culturelles physiques et 25% sont des offres numériques. La catégorie livre est la plus populaire, elle comptabilise 55% des réservations totales, suivie par la catégorie musique, support d'écoute avec 12%, l'audiovisuel 10%, les concerts et festivals 8% et les pratiques artistiques 4%. Je vous rappelle que c'est Isabelle Giordano qui préside le comité stratégique du Pass Culture. Et le ministère de la Culture consacre 27,2 millions d'euros au Pass Culture en 2021 sur les 36,2 millions du programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Alors François Delporte, vous qui êtes un jeune start-upper avec Rocambole, je suppose que vous êtes très intéressé par ce Pass Culture. Vous êtes inscrit sur la plateforme? Tout à fait, on est inscrit depuis le début de l'expérimentation il y a à peu près un an. Et c'est vrai que pour une fois, l'État a su faire les choses de manière très moderne et très bien. L'expérience Pass Culture, aussi bien du côté fournisseur que du côté client, est extrêmement sympathique. L'ensemble des œuvres, en tout cas des fournisseurs, la plateforme et l'ensemble du système de paiement sont très fluides. Et nous, c'est vrai que chaque jour, on a du coup des demandes de réservation. Donc pour rappel, ce sont des jeunes de 18 ans qui bénéficient d'un montant total de 500 € qu'ils peuvent dépenser dans les biens culturels. Et le livre est effectivement extrêmement sollicité puisqu'il bénéficie d'une subvention importante et d'un nombre de fournisseurs. Donc c'est une initiative, là pour le coup, que nous soutenons totalement, surtout dans cette période où le numérique est un palliatif à certains commerces non essentiels fermés. Bien sûr, merci beaucoup François Delaporte. Dernière petite info du jour, c'est Wifix, cette start-up que nous avions reçue ici à ce micro. La société de réparation express de smartphones s'installe à Gennevilliers en ouvrant un petit point de réparation à partir du 13 novembre à la FNAC de Gennevilliers. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez y aller. Voilà, c'était les infos du jour. On va faire une petite pause musicale et puis on revient avec nos invités du jour. Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est bien parce que c'est là qu'on s'aperçoit que le casque est important. Ouais, parce que sinon j'étais parti tout seul. Comment ça? Parce que j'avais pas le... J'avais pas le micro.
micro. J'avais tout éteint. Tiens, s'il te plaît, Philippe, tu me diras. C'est Léon. Tu me diras. Léon, et je vais te marquer. Parce que... Ouais, marque-moi, s'il te plaît. Philippe, ça va? Ouais. Il a l'air. J'ai vu hier soir. Bah, il faut que ça aille. Ah, il faut là. Je sais pas, personne n'a envie d'être malade. Enfin, nous, on l'a déjà eu, le Covid. On fait partie des gens qui ne sont référencés nulle part. Et on est très nombreux comme ça à être référencés, à l'avoir eu. Moi, je pense que je l'ai eu pendant la campagne aussi. Hein, parce que Nous, le 15 mars, on était tellement confinés dans la salle en attendant les résultats. En plus, moi, j'ai dépouillé. Donc, le dépouillement, à force de toucher toutes les enveloppes, bah, mon mari, lui, il a démarré le mardi, moi le jeudi, et notre fils le week-end. On de l'a toute tous façon, c'est simple. on Hein, voulait. tous les gens moi, qui étaient assesseurs à la signature, donc qui étaient en contrebas. Les gens se penchent. Ah oui? Tous ceux qui étaient assesseurs en contrebas, ils ont pas eu. Ceux qui étaient debout, ils n'ont pas eu aux élections. Alors maintenant, ça fait donc 6 mois, donc maintenant je commence à faire attention parce que je me dis si c'est comme la grippe et qu'on peut le rattraper. Bon, à ce qui paraît, il y a très peu de cas de rechute. Hein. Ouais. On On ne sait verra. jamais trop. Ouais, on sait pas. Enfin, en tout cas, moi, dès que je vais dans un lieu public, dans la rue, tout ça, même quand je promène mes chiens, je mets mon masque. Les animaux, ils peuvent l'attraper. Alors, les chiens, non, mais j'ai entendu, j'ai pas donné l'info là aujourd'hui, mais non, c'est en Suède, ils sont en train de tuer des millions de visons, parce qu'ils élèvent des visons là-bas, parce qu'ils se sont rendus compte que les visons sont transmetteurs du virus. Donc là, ils sont en train... Donc, même les fourrures, c'est Ouais. bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est très bien ça. Et donc, du coup, je le dirai peut-être demain dans mes infos, mais ils sont en train de tuer des millions de visons. Tous les élevages sont arrêtés parce que ça transmet. Mais non, j'ai encore jamais entendu le fait qu'un chien ou qu'un chat pouvait transmettre le virus. Et puis il faudrait surtout pas le dire. Si c'était le cas, il faudrait surtout pas le dire. Sinon, tout le monde va se mettre à tuer tout Tout le monde va se mettre à abandonner son chien ou son chat. Ouais, bah ça, c'est sûr, hein. C'est une catastrophe. Allez, on y retourne ? Au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin, c'était Léon avec And It Breaks My Heart. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Thierry Brun, le nouveau maire de Margency en Val d'Oise, de François Delporte, fondateur de Rocambole, et de Thierry Delarovère, fondateur de Stop Marcel, puisqu'aujourd'hui nous parlons bien sûr de Margency, on va en parler tout de suite, et on va parler aussi de lire autrement et de prévenir les risques psychosociaux. Alors Thierry Brun, on a un petit peu commencé à parler du confinement et des impacts sur l'activité au sein de votre ville. On dit ville ou village? Qu'est-ce que vous préférez en tant que nouveau maire? Alors en fait, si on regarde la logique, c'est une ville, puisque comme je suis originaire d'un village rural, un village c'est avant tout en fait une entité, une commune en fait rurale. Maintenant, les habitants de Margency, qui sont les Margenciens et Margenciennes, ont quand même bien intégré le fait qu'il y a un esprit village dans cette ville de Margency. Donc voilà, la réponse elle est composée. Et donc ce que les gens aiment bien dans Margency, c'est que c'est une commune de 3000 habitants et qu'il y a ce lien et il y a cette histoire aussi de Margency, parce que c'est une ville qui a 4 châteaux, qui ont bien sûr un environnement géographique et donc 4 parcs. Donc il y a une histoire en fait qui est ancienne. Et donc il y a donc une identité historique qui fait aussi cette base ou ces valeurs auxquelles s'identifient en fait les Margenciens. Donc c'est une ville, mais avec un esprit village. Alors vous n'êtes pas originaire du Val d'Oise ni de Margency, vous êtes venu vous installer à Margency, oui. Et immédiatement vous avez décidé de vous impliquer dans la vie de la ville. Pourquoi ? Pourquoi cette présentation? Pourquoi êtes-vous... qu'est-ce qui vous a poussé à devenir, à vous porter candidat à la mairie de Margency? Alors là, ça peut durer longtemps. Allons-y.
Non, je vais faire assez court. Mais en fait, je suis originaire de la Drôme, provençale. Important, Drôme provençale, parce que c'est le sud de la Drôme, c'est là où il fait soleil, en fait. C'est en dessous de Valence. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours été bercé dans mon enfance par cet engagement. Je dis le mot engagement parce que c'est quelque chose qui est important quand on est élu, ou qu'on est maire, ou qu'on est président d'association. Donc mon père a été 24 ans élu. Ma mère était très investie dans le monde associatif, donc voilà, j'en ai gardé l'ADN. Et mon frère a terminé là son deuxième mandat de maire, il ne s'est pas représenté, il a fait 2 mandats. Donc on a eu toujours dans la famille, et ma sœur est très investie dans les Restos du Cœur. Donc on a toujours été très très investi dans le monde associatif. Donc j'ai toujours été sur Paris, en tout cas pour travailler, j'ai fait mes études dans le sud. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis engagé dans le monde associatif assez naturellement. Et j'ai été élu déjà dans l'Essonne, donc en 2008, à Villabé, à côté de Corbeil-Essonnes. Et quand je suis arrivé à Marchancy, j'ai été, entre guillemets, repéré par un élu, le premier maire adjoint, M. Monaco, qui voilà, a identifié le fait que je pouvais apporter quelque chose en fait, à la commune. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur une liste en 2014, puis propulsé en tête de liste. Donc en 2014, avec une triangulaire qui m'a positionné, donc qui nous a positionné à 42%, donc sur un deuxième tour, donc c'est-à-dire à 36 voix de mon prédécesseur, donc qui a fait le mandat donc de 2014 à 2020. Oui, très court, donc très courte victoire de votre prédécesseur du coup. Oui, tout à fait. Donc après, on s'est tout simplement engagé. On s'est dit que cette demi-défaite pouvait être un marchepied pour pouvoir encore plus construire un projet, une équipe, parce que c'est avant tout un maire, c'est un porte-parole. Enfin, c'est quelqu'un qui, bien sûr, dialogue beaucoup et qui est en forte proximité avec la population. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon ADN et ma façon de faire. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, mais c'est surtout quelqu'un qui organise en fait une équipe, à la fois une équipe d'élus, une équipe d'agents, et puis, bien sûr, qui organise aussi l'ensemble des demandes et des besoins des citoyens. Donc c'est avant tout aussi une équipe qui se construit en fonction des nécessités de la gestion d'une commune, parce qu'en fait la gestion d'une commune, ça nécessite des compétences très techniques, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine des finances, dans le domaine des écoles, dans le domaine de l'animation, de la culture, dans beaucoup de domaines, dans le domaine bien sûr de tout ce qui est travaux, de tout ce qui est environnement. Donc il y a en fait cette nécessité d'avoir des gens techniques, et d'autant plus sur une petite commune de 3000 habitants, où évidemment les élus sont encore plus producteurs, entre guillemets, que dans une commune un peu plus étendue, où bien sûr il y a un nombre d'agents beaucoup plus important, et donc qui permettent bien sûr d'avoir une expertise encore plus poussée, bien sûr, au niveau de l'administration. Ce que vous voulez dire, c'est que dans une petite commune comme la vôtre, il n'y a pas assez d'agents publics, il faut donc que les élus travaillent plus. Bon, c'est un peu différent, c'est que ce n'est pas forcément le fait qu'il n'y a pas assez, il y a une juste proportion d'agents, mais les collectivités sont de plus en plus soumises à un certain nombre de réglementations, soumis au fait que bien sûr tout ça se professionnalise, et donc l'élu doit avoir effectivement une compétence technique pour pouvoir dialoguer avec ses interlocuteurs. Ça vaut bien sûr dans le domaine de tout ce qui est urbanisme et travaux, ça vaut dans le domaine du scolaire, ça vaut dans le domaine des finances. Là actuellement, par exemple, on est en train de discuter, de négocier donc les emprunts, en fait, donc notamment les taux. C'est évident que sur ce sujet-là, je suis allé chercher entre guillemets une compétence pour constituer l'équipe qui en fait connaît très très bien le domaine en fait bancaire, pour pouvoir donc être en situation, le moment venu, de pouvoir être très très à l'aise donc sur ces sujets-là, comme sur les aspects juridiques. Aujourd'hui, j'ai un élu qui est délégué aux affaires juridiques, qui est extrêmement compétent sur ces sujets-là, puisque le juridique est un point aussi, comme d'autres, très très important dans une commune. Donc c'est d'autant plus important dans une commune d'avoir effectivement des élus qui sont engagés au quotidien, parce que les élus, les adjoints, les délégués, les conseillers municipaux sont engagés au quotidien, encore sans doute plus que dans une commune importante.
Alors, par rapport à vos projets et vos thèmes de campagne, par quoi allez-vous commencer? Quels sont les premiers thèmes, les premières réalisations que vous envisagez? Alors, sur la campagne, en fait, on a fait une campagne qui est assez particulière, mais je pense qui est assez récurrente aussi bien sûr dans d'autres communes. On a fait 38 réunions de quartier, 38 réunions d'appartements, de maisons, qui nous a permis de rencontrer plus de 15% de l'électorat. Ce qui est quand même assez important, même si c'est une petite commune. C'est sans doute peut-être plus facile de le faire à cette proportion-là que dans une commune de 20 000 ou 30 000 habitants. Mais ça nous a permis d'identifier plus de 180 demandes, donc des requêtes, qui a permis de constituer en fait un livre, un guide, qui aujourd'hui d'ailleurs est un guide commun à la fois pour les citoyens, à la fois pour les agents et à la fois pour les élus, qui est en fait un guide de 79 propositions. Et donc ces propositions, elles sont formalisées dans ce 16 pages qu'on a pu effectivement proposer aux margenciennes et aux margenciens et qui constituent notre engagement sur la durée du mandat. Donc les thèmes de campagne, après, c'est vrai qu'il y a un sujet qui était assez structurant, c'était le fait de pouvoir le plus possible associer les habitants donc aux décisions. Ça, je pense que c'est une tendance qui est de plus en plus importante dans le monde politique, c'est que l'élu, bien sûr l'élu au final est quelqu'un qui va décider, mais il faut qu'il prenne en compte le pouls des habitants pour décider sur certains sujets, et notamment sur des sujets qui sont structurants. Il y a un point qui a été très important dans la campagne, c'est de se dire finalement où on va. Il faut donner du sens politique en fait à un projet, et donc il faut avoir une vision de ce que va être la commune à 10 ans ou à 15 ans. Vers où on va. Donc, et à Margency, ce qui s'est dégagé, c'est de dire, on est attaché, ce que je disais tout à l'heure, à l'identité de la commune. À l'esprit village, donc. Oui, c'est un esprit village. C'est en fait, il y a un patrimoine, il y a un historique, il y a un centre-bourg qui fait que même si on est à quelques rues dans un pavillon, on est attaché au fait que il y a cet esprit village, il y a cette histoire, ce centre-bourg, il y a cet environnement. On est à quelques encablures de la forêt de Montmorency pour aller faire du sport. On a 4 parcs dont on est très fiers, qu'on est en train de se réapproprier aussi. Les gens vont se balader, se promener. Et donc on flèche les parcs. Il y a un parc qui est plus orienté famille, avec des jeux. Il y a un parc qui est plus orienté sport. Il y a un parc qui est plus orienté culture. Il y a un parc qui est plus orienté écologie, qui est en fait un parc plus sauvage. Donc en fait on a cette identité. Et puis bien sûr, on est reconnu pour avoir un parcours scolaire qui est réputé, puisqu'on a un collège et donc un lycée qui est très réputé, bien sûr des écoles maternelles et primaires qui sont aussi très réputées, et qui sont de très bon niveau. Donc ça constitue cette identité, et donc les habitants nous ont dit, nous on veut garder en fait cette logique-là. C'est-à-dire on est plutôt dans une logique de réhabilitation, de restauration, pour venir sur les projets, que dans une logique de faire un centre-ville neuf. De construction, vous voulez dire. Quelle est la part de l'urbanisme vous dites que donc ce sont les habitants. Les habitants souhaitent décider, en tout cas faire part de leurs avis avant que vous preniez votre décision. Quels sont donc les projets d'urbanisation? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en aura ou bien... Oui, on a déjà présenté donc les projets le 14 septembre. En fait, les projets, on est dans la phase plutôt de demande de subvention actuellement, mais il y a 5 projets qui sont spécifiques qu'on a présentés pendant la campagne. Le premier, il est assez symbolique, c'est l'ancienne mairie de Margency, qui avait donc été la première mairie de Margency, historiquement, et qui a été ensuite devenue la bibliothèque, puisque donc à partir de 78, la mairie actuelle, qui était le Petit Bury, donc un ancien château, est devenu la mairie. Donc cette ancienne mairie avait beaucoup fait l'objet de polémiques, notamment parce qu'elle était prévue d'être détruite. Et comme c'est donc une mairie qui est historiquement qui a plus de 200 ans, donc ça fait l'objet d'une défense. Je
je m'étais avec les associations très impliquées sur ce sujet-là pour empêcher la destruction. Et donc le premier projet, ça va être sa réhabilitation. Donc ça, c'est un premier projet. On a un deuxième projet. Donc dans la mairie, on a un formidable parc avec des anciennes écuries qui sont du 19e siècle. Donc ça, c'est aussi un projet qu'on va réhabiliter pour en faire des salles communales, puisqu'on a aussi besoin, bien sûr, de location de salles ou de mise à disposition de salles pour les associations. Et puis, on a un objectif aussi dans ce même bâtiment, restauré, de faire un restaurant donc à but gastronomique avec vue sur le parc de la mairie. Puisqu'il y a un besoin dans le bassin géographique d'avoir des restaurants de bonne tenue sur Margency, et en tout cas sur l'environnement. Donc ça, c'est un deuxième projet de réhabilitation. On a un troisième projet qu'on a présenté, qui est un projet de maison de santé. Alors la particularité de Margency, c'est qu'on a 14 professionnels de santé et de bien-être. On a 10 commerçants et on a 14 professionnels de santé et de bien-être, donc plus que de commerçants. Et donc c'est, je pense, une bonne idée partagée par tous. On va réunir les professionnels de santé et de bien-être qui, j'espère, vont se constituer en association pour qu'on puisse co-construire cette maison de santé et donc qui sera bien sûr dans un seul point unique, de façon à ce qu'on ait bien sûr les conditions d'accès, d'accueil, accès PMR, handicap, donc pour l'ensemble des professionnels de santé et plutôt en centre-ville. Voilà, donc ça c'est le troisième projet. On a un quatrième projet, alors qui, confidence à faire aujourd'hui, déjà reçu une subvention par la DSIL. Vous savez que l'État a abondé en fait donc des milliards d'euros pour en fait subventionner la relance. Et donc on a un quatrième projet qui est la rénovation des allées du parc de la mairie avec la récupération des eaux, avec des petits bassins de rétention. Et donc ce projet a déjà reçu donc une subvention. Vous parlez de récupération des eaux de pluie ou bien des eaux de... Oui, des eaux de pluie pour pouvoir bien sûr arroser le parc ou en tout cas des parterres de fleurs du parc de la mairie. Donc ça c'est un quatrième projet. Aujourd'hui, c'est vrai que le parc de la mairie nécessite une rénovation sur les allées. On va le fermer aussi, puisqu'aujourd'hui il était plutôt ouvert, en tout cas en termes d'accès parc. Donc aujourd'hui, même s'il est fermé le soir, il n'est pas fermé physiquement, en fait, donc on va le fermer fin novembre, début décembre. Donc ça c'est un quatrième projet. Et le cinquième projet, qui est plutôt un programme aujourd'hui, c'est en fait la rénovation de l'ensemble de l'espace éducation enfance. Vous savez qu'en fait à Margency, on va accueillir 124 logements. Enfin, à l'échelle de Margency, c'est important. C'est-à-dire que c'est une commune qui aujourd'hui fait 3000 habitants, mais qui, dans la trajectoire, va être plutôt à 3300, 3400 ou 3500 habitants à l'échelle en tout cas de 2030. Et donc ça va nécessiter d'étendre les services, les infrastructures et notamment l'école, qui est bien sûr, comme je l'ai dit, notre fierté, mais qui doit être rénovée et qui doit être étendue tout simplement pour en faire des nouvelles classes, puisque 124 logements, ça veut dire sans doute une, deux ou plus classes. Donc on a aussi ce projet-là, et donc on a dans ce programme-là l'extension de l'école élémentaire, le fait de créer en fait un espace petite enfance, bien sûr, puisqu'on a beaucoup en fait d'enfants de 0 à 2 ans. Sur 2020, qui est une année particulière, on a eu déjà 23 naissances à date. C'est bien déjà. Les couples viennent à Margency, sont heureux et donc... Et donc de la jeunesse à Margency, c'est ça. Alors je rappelle vos 5 projets, donc rénovation de l'ancienne mairie, la maison de santé, la création d'une maison de santé, un restaurant gastronomique que vous aimeriez bien, oui. Et là vous faites un appel à projet, si les restaurants, ou est-ce que vous avez déjà des restaurateurs sous le coude qui sont intéressés? On fera un appel à projet. Vous ferez un appel à projet. Ça c'est pour quand, enfin c'est pour quelle échéance? Alors là on est dans une phase de demande de subvention, donc qui a déjà démarré en septembre, qui va finir... donc on va dire en mai-juin 2021. Donc c'est des projets qui vont après partir sur des études en 2021-2022. Donc c'est des projets qui vont arriver à échéance en 2023-2024.
Voilà, donc il Pour faut à les peu 4 près. premiers projets. Donc en fait, pour une commune comme la vôtre, Thierry Brun, il faut à peu près 2 ans pour pouvoir réaliser les projets entre les études, trouver les financements. Oui, C'est ça. puis après il y a bien sûr une phase, enfin on va forcément faire des concours d'architectes, on va forcément faire des appels d'offres, donc c'est plutôt entre 2 et 3 ans en fonction de l'ampleur des projets. C'est pas du tout les mêmes ampleurs de projets, bien sûr rénovation d'une ancienne mairie, on est sur un projet qui est autour de 250 000 euros, avec des subventions bien sûr qui seront à la clé. Sur des rénovations d'écoles ou d'extension d'écoles, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Bien sûr. Projets. Ça coûte un petit peu plus cher de rénover, de construire une école, Donc, il faut bien aussi évidemment. aller à la pêche, comme certains aiment le dire, des subventions, et donc faire le tour de l'ensemble des subventions pour optimiser, bien sûr. Nous sommes sur, bien sûr, l'utilisation d'argent public. L'argent public, vous savez, ça n'existe pas, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent de nous tous, toutes. Donc il faut, bien sûr, dans les temps qui courent, faire très attention donc à la dépense et à la maîtrise des dépenses. Alors justement, comment vous allez faire, comment vous voyez le futur financièrement pour Margency? Alors le futur financièrement pour Margency, il est assez simple. Déjà c'est une commune qui se tient bien financièrement, qui est dans un niveau effectivement de dette qui est très correct en fait dans les ratios. Ça c'est le premier point. En fait on a d'entrée dans la campagne expliqué qu'on était dans une logique de pouvoir bien sûr maîtriser les coûts, mais ce n'est pas suffisant en fait. Dans la stratégie financière, il faut avoir 2 jambes. Une première jambe qui est de réduire les coûts, en tout cas de maîtriser les coûts, ça c'est le premier sujet. Mais ce n'est pas un scoop, les dotations ont depuis 2009 baissé considérablement dans beaucoup de communes, et Margency n'a pas échappé à cette règle. Et donc il faut avoir des stratégies financières de dynamisation en fait, des recettes. Donc quand on parle par exemple de la maison de santé, quand on parle de réhabiliter donc les anciennes écuries du Petit Bury de la mairie, quand on parle bien sûr de l'ancienne mairie, ce sont bien sûr des investissements, mais pour générer des loyers, des revenus d'immeubles, qui sont dans une logique de générer aussi des nouveaux produits de services, comptablement au sens communal, et donc de générer de nouvelles recettes en fait. Les communes doivent être de plus en plus en capacité d'être indépendantes, même si elles auront toujours bien sûr des revenus de dotation globale. Donc finalement, c'est l'alliance du privé et du public qui doit prévaloir pour le futur. Oui, je pense que c'est surtout la stratégie de se dire une commune doit être gérée avec une maîtrise des coûts, mais dans un souci d'investir, mais aussi dans certains cas de se dire j'investis, mais on génère en fait des recettes. Bien sûr, une commune est là aussi pour apporter des services publics. C'est quand même le fondamental de notre mission, c'est de servir le public. C'est là où prend tout le sens de service public, et y compris dans le confinement, on voit que ça a vraiment du sens dans le cadre des actions de solidarité qu'on mène tous les jours au quotidien. Mais bon, ça veut dire que la commune est là, bien sûr, pour proposer de nouvelles infrastructures comme l'école, mais aussi pour faire attention à s'autofinancer, et donc c'est un terme que connaît tous les maires, l'autofinancement, c'est-à-dire gérer et générer en fait de l'autofinancement en ayant une dynamique dans les recettes. Ça peut être aussi dans le fait de dynamiser les locations de salles, qui aujourd'hui sont bien sûr un peu en désuétude, en fait, les locations de salles, mais en tout cas dans une stratégie. Mais ça, vous l'envisagez pour le futur. Tout à fait. Alors, pour terminer cet entretien, Thierry Brun, quelle est l'actualité, si je puis dire, de la ville de Margency, notamment en prévision des perspectives de fin d'année? Comment vous voyez? Est-ce qu'il y a des manifestations? Est-ce que vous envisagez de faire des choses? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on a fait, en fait, sur les manifestations, c'est que, par exemple, sur Halloween, on a fait un formidable concours virtuel. C'est-à-dire que les enfants et les parents se sont beaucoup amusés. Ils ont fait des déguisements, mais chacun chez eux. Et donc ensuite, mais c'était super parce que ça a permis bien sûr à chacune et à chacun de pouvoir sur la journée du 31 octobre de parfaire son déguisement, de faire des photos. Et il y a eu un jury organisé notamment par l'adjoint fêtes et cérémonies, et puis donc l'association APEM, qui est l'association des parents d'élèves, et qui a permis d'avoir plus de 30 participants, et bien sûr des heureux
élus, gagnants du concours, qui recevront un diplôme. Donc on transforme, on essaie d'être imaginatif. Après, ce qui concerne bien sûr les événements de fin d'année, évidemment on a annulé le marché de Noël et l'ensemble des événements culturels qu'on peut avoir sur la fin d'année. Donc là, vous annulez tout? Oui, d'ici en tout cas la fin de l'année, on annule en fait les toute événements. manifestation publique? Oui, oui. En fait, après, on fait en sorte, comme sur Halloween, d'être imaginatif. En fait, notre slogan, c'est unis, solidaires et imaginatif. En fait. Voilà, donc peut-être de nouvelles opérations pour fêter Noël ensemble. On verra. Virtuellement, vous nous le direz. Par exemple, sur les cours de Zumba ou les cours effectivement de sport, de fitness, les associations ont transformé en fait leurs cours en cours avec les technologies donc qui permettent en fait de faire du virtuel. Eh bien justement, c'est ce que nous propose François Delporte, de faire du virtuel avec sa société qui s'appelle Rocambole. C'est une société de production de divertissement numérique. Alors, en fait, on peut surtout lire au travers de Rocambole. C'est bien ça, François Delporte? Tout à fait. Alors, en fait, Rocambole, c'est assez simple. C'est une application pour lire des séries. Donc, vous l'avez bien entendu, on parle bien de lire des séries. Donc, qui dit lecture dit histoire. Donc, ce sont des histoires, mais avant tout, Rocambole, c'est une histoire. C'est celle de la rencontre de Camille et moi-même. Camille qui venait du monde de la littérature et de l'édition numérique, et moi qui venais plutôt du monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Et on s'est retrouvés autour d'une idée, d'une envie, qui était de refaire lire les Français tous les jours, plutôt sur une durée courte. Et donc, on pensait à des bouts d'histoire par SMS ou des choses comme ça. Et on a participé à un Startup Weekend organisé par le ministère de la Culture en juin 2018, où nous avons été lauréats. Et à la suite de ça, on a développé Rocambole pendant 1 an avant de créer la société en juin 2019. Et c'est devenu ce qui est Rocambole aujourd'hui, une application pour lire des séries. Donc, qui dit application dit support smartphone, un objet qu'on a tous dans la poche. Qui dit un format série dit un format assez tendance depuis quelques années. Donc, nous avons pris ces deux éléments assez forts autour d'une durée courte, 5 minutes, pour vraiment s'inclure dans les us et coutumes de 2020 et permettre aux Français finalement de lire ou du moins relire tous les jours un petit peu. Et l'ensemble de notre production est originale, c'est une production Rocambole, on a notre propre fabrique avec nos propres auteurs et scénaristes qui travaillent, puisque c'est un format spécifique, c'est pas des livres qu'on réadapte, etc. Voilà, en fait, ce ne sont pas des extraits de livres. Vous créez, quand vous dites alors, parce que quand vous parlez de séries, on pense à séries télévisées, c'est pas du tout non plus des extraits de séries télévisées, on est bien d'accord? Tout à fait, c'est vraiment une production sur mesure que nous faisons. Et d'ailleurs, notre nom, Rocambole, est un petit clin d'œil à nos origines. Donc pour certains, on est le renouveau du roman feuilleton. Rocambole, c'est ton son du terrail, c'est le 19e. Et pour d'autres, on est le Netflix de la lecture. Donc ça dépend un petit peu des générations. Mais en tout cas, l'ensemble de la production est 100% made in France, 100% original, produit par Rocambole et son équipe. Donc c'est-à-dire que vous faites appel à des auteurs. Tout à fait, auteurs et scénaristes. On aimerait savoir comment ça marche en fait. Alors, côté auteur, c'est assez simple. On a 3 façons de produire. Si vous êtes auteur et que vous nous écoutez, vous pouvez simplement candidater sur notre site internet et vous écrivez le premier épisode. Donc 5 minutes de lecture, ça fait à peu près 2-3 pages Word pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, vous racontez l'arc narratif, donc le synopsis de l'ensemble des épisodes de la saison. Et sur la base de ces 2 éléments, on est capable de juger la qualité de l'histoire et de la plume. Donc là, on est assez sévère. On va retenir à peine 5% des candidatures. Et c'est-à-dire que pour vous, une série de livres de quelques feuillets, ça fait combien d'épisodes? Une dizaine d'épisodes, donc ça fait en moyenne 40-50 pages Word, ça fait 1 heure de lecture à peu près. Donc c'est assez bluffant de vraiment vivre une histoire en 1 heure. Et c'est assez technique, c'est pour ça que les auteurs qu'on retient, on les accompagne avec nos directeurs de collection jusqu'à atteindre le niveau de qualité que l'on exige chez Rocambole, puisqu'on travaille avec des maisons d'édition, on commence à travailler avec des producteurs audiovisuels, on travaille d'ailleurs avec des mairies pour offrir Rocambole ou des écoles, etc. Donc le niveau de qualité est très important pour nous, et comme vous le disiez, le format série est assez spécifique. Il faut en 5 minutes accrocher le lecteur, et vous n'avez qu'une chance, le premier épisode, avec de la description, des personnages mais pas trop. Donc tout ça par audio, c'est bien ça? Non, ou est-ce qu'on peut lire en même temps? Uniquement lecture aujourd'hui. Uniquement lecture. Demain, peut-être qu'on passera sur de l'audio, on verra. On a fait une première levée de fonds en septembre. On va peut-être se diriger vers une seconde levée de fonds dans les prochains mois pour éventuellement d'autres axes de développement. Mais en tout cas, Rocambole, c'est 100% français, 100% original et 100% exclusif.
Donc on n'adapte pas de livres ou de choses du domaine commun, et nos séries qui sont chez nous, vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Deuxième mode de production, après la candidature, c'est la fabrique. Donc c'est un petit peu notre usine sur mesure. C'est assez nouveau dans le monde de l'édition. C'est-à-dire qu'on a la capacité de produire sur mesure et sur demande en 2 ou 3 semaines des séries. Donc on va travailler avec des monuments historiques par exemple, avec des grandes entreprises, ou tout simplement nous-mêmes en fonction de tendance. On voit par exemple, là ça serait bien de faire un thriller sur une île déserte avec une femme comme héroïne. 2 semaines après c'est disponible sur l'application. Donc c'est complètement nouveau en mode de... C'est-à-dire que c'est très rapide. Très rapide et surtout sur mesure et sur demande pour vraiment coller par exemple à l'actualité. On pourrait imaginer demain faire une série sur quelque chose qui vient d'arriver hier et dans 2 semaines on l'a. Donc par exemple Thierry Brun, ici présent, maire de Margency, vous dit moi je veux une série pour mes élèves, pour les jeunes de la ville, vous lui faites? Écoutez, tout est possible. Là on discute par exemple avec un journal gratuit que vous trouvez partout pour faire une série dans leur page sur plusieurs mois, un petit peu sous le soleil, une plus belle la vie sur plusieurs mois. Donc tout est possible. C'est la force aujourd'hui de Rocambole, c'est de maîtriser la production et la distribution avec notre application. Et surtout, le troisième axe maintenant, ça va être de faire, et c'est pour ça qu'on a aussi levé des fonds, c'est de faire des commandes auprès de grands noms auteurs, avec lesquels on est déjà en cours d'écriture, avec des grands noms de personnalités aussi, des hommes politiques, des sportifs, etc. Puisqu'on fait de la non-fiction, tout ce qui est série, autobiographie, biographie, et enfin des personnalités du digital, puisque Rocambole est numérique. Et donc on a des gens qui ont des super parcours dans le digital, qui sont intéressés par raconter aussi ça sous forme de série, qui est un format assez nouveau et assez sympa. Thierry Brun. Vous travaillez déjà avec des bibliothèques par exemple, parce qu'en fait il y a un réseau de bibliothèques qui est assez important, y compris sur Plaine-Vallée par exemple, puisque c'est la communauté d'agglomération de... Ça a été assez surprenant entre guillemets pour nous, puisqu'on est une petite start-up, on est tout jeune, on a 15 mois, et on a eu des demandes en fait via les mairies, via les responsables culturels et autres, d'intégrer Rocambole dans l'offre de la bibliothèque, surtout dans le contexte actuel où la bibliothèque, son usage est un peu restreint. Là, actuellement, en confinement, oui, elle est plus que restreinte. Plus que restreinte. Donc, même s'il y a certaines souplesses, bien sûr. Il y a les livres numériques qui sont déjà disponibles, des choses comme ça, mais là, l'idée, effectivement, ça a été d'apporter en fait, en 3 axes, redorer un petit peu l'image de la bibliothèque avec une offre un peu plus adaptée pour certaines générations, une offre un peu tendance. Également redonner de l'accessibilité, en tout cas de l'ouverture à la bibliothèque, et puis une offre adaptée, bien sûr financièrement, puisque sur le numérique, on n'a pas les mêmes coûts d'implémentation et de distribution. Donc ça, c'est une première offre qu'on déploie sur 2021 avec les bibliothèques. Et là, on a une autre offre exclusive en ce moment, qui est tout simplement à l'initiative des maires et des responsables. Donc là, j'ai par exemple une discussion avec la mairie de Béthune, pour 30 000 habitants, d'offrir gratuitement Rocambole à tous les habitants. Donc nous, on se charge de déployer la communication, et tous les habitants bénéficient de Rocambole avec un code, par exemple mairie de Béthune. Et ce serait la mairie qui payerait, donc non, combien? C'est gratuit. C'est gratuit. 100% gratuit. Et ensuite, la mairie nous paye simplement, nous, pour diffuser le message. Donc c'est simplement parce que la mairie n'a souvent pas la capacité en termes de divertissement, ou en tout cas de technologie, de diffuser à l'ensemble des habitants quand on parle de 30 40 000 habitants. Donc on fait une prestation de communication en fait, mais l'accès au service sera gratuit pour toute la durée du confinement et probablement malheureusement jusqu'à la fin de l'année. Et pour nous, c'est une façon de se faire connaître, de rendre service quand on peut, et ensuite de se dire, voilà, si ça vous plaît, on peut faire une offre pour 2021 en termes de contrat cadre. Donc, je confirme que je suis intéressé. Donc voilà, vous ferez vos affaires après hors antenne si vous voulez bien. On va continuer justement toujours dans le secteur littéraire, les secteurs littéraires que vous couvrez. Quels sont les choix en tant que lecteur que je peux avoir si je m'abonne à Rocambole? Alors Rocambole a fait le parti dès le début d'être très généraliste. On souhaite s'adresser à tout le monde, à tous les Français. Donc pour rappeler, les Français, 9 Français sur 10 se disent lecteurs, et dont 50% d'entre eux se disent lecteurs journaliers. Donc on parle quand même de 30 millions de Français qui lisent tous les jours. Et la lecture a un pouvoir assez fort, c'est qu'elle permet de s'évader. Et donc quand on se dit que la majorité des Français lisent tous les jours et que grâce à ça ils peuvent s'évader, pour reboucler par rapport à l'un de nos premiers sujets, on parle pour moi clairement d'une activité essentielle. D'ailleurs notre président de la République l'avait décrit dans sa première allocution, dans son premier confinement, de retourner à des activités essentielles comme la lecture. Et donc là, c'est dommage de se retrouver maintenant dans un paradoxe où ça ne l'est plus le cas.
Donc c'est pour ça que Rocambole apporte son soutien effectivement à l'ensemble des librairies notamment. Mais en tout cas, aujourd'hui, Rocambole permet en tout cas toujours de maintenir un accès à la culture et à la lecture sur tous les genres. Et l'ensemble... Voilà, donc on peut trouver de la romance, du suspense, du thriller, après, je sais pas moi, de la comédie. Exactement, ce que je voulais simplement préciser, c'est qu'on propose aussi au lecteur parfois de sortir aussi de son silo, on va dire, de découvrir d'autres choses, puisque la série en 1 heure permet de découvrir une science-fiction qu'on n'avait peut-être pas identifiée comme une histoire plaisante. Donc voilà, on est vraiment dans cette mécanique de proposer du divertissement. Alors, si je vais sur votre plateforme, ça me coûte combien en tant que lecteur? Alors, Rocambole est une application que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et le Play Store, donc le store de Google. Elle est gratuite au téléchargement. Ensuite, vous avez une série gratuite pour découvrir l'expérience de lecture d'une série qui est un petit peu nouvelle. Vous avez le premier épisode de toutes les séries qui est gratuit pour vous faire une idée de l'ensemble du catalogue et de sa qualité. Et ensuite, c'est 3,99 € par mois, donc c'est 2 fois moins cher qu'un livre de poche à peu près, ou 39,99 € par an, donc 2 mois offerts. Ou 39 € par an, ce qui reste quand même très, très raisonnable. Pour la lecture illimitée, avec... Donc là, ça nous donne droit à de la lecture illimitée. Illimitée, on a 70 séries originales au catalogue aujourd'hui, on en sort 2 nouvelles par semaine, donc on a un rythme très soutenu de production, et c'est aussi pour ça que nos investisseurs nous soutiennent derrière, parce qu'aujourd'hui, on a un géant sur la musique, Spotify, on a un géant sur la vidéo, Netflix, et on a 2 concurrents, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, américains, sur le boom des applications, les applications de lecture courte qui ont levé 60 et 10 millions, donc on ne joue pas non plus avec les mêmes règles. Alors justement, vous avez levé combien, vous? 350 000 € en septembre, et on souhaite probablement faire un nouveau tour de financement début 2021 pour justement avoir la chance, ou en tout cas l'opportunité de se battre pour faire créer et faire émerger un géant du divertissement made in France. Combien recherchez-vous pour l'année prochaine, puisqu'on va faire un appel alors à financement? Ça sera une levée de fonds entre 3 et 9 millions. Entre 3 et 9 millions carrément? Pour faire quoi justement? Alors c'est une levée de fonds qui sera très importante, où l'objectif sera de prendre déjà la place de leader du marché francophone, donc Afrique du Nord, France, Belgique, enfin toute la francophonie, et de tester l'ouverture d'une nouvelle zone géographique, donc, qui sera à définir en interne, et pourquoi pas développer de nouvelles fonctionnalités, donc peut-être rendre nos séries disponibles à l'écoute ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il va falloir aller vite, l'équipe est préparée. En tout cas, un gros budget pour la communication finalement, pour se développer dans d'autres pays. Les meilleures séries aussi, avec les meilleurs auteurs, avec les meilleures personnalités. Donc c'est un gros challenge, mais l'équipe est prête et taillée pour ça. Alors vous avez, vous êtes fait financer grâce au réseau Entreprendre, à la BPI France et à Business Angel, enfin au Business Angel. Exactement. Est-ce que c'est le parcours du combattant? Comment ça se passe? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Alors j'ai la chance de venir du monde de la finance, entre guillemets, donc je connaissais l'ensemble un petit peu de ce parcours itératif quand on commence. Nous on était jeunes, vous êtes toujours très jeune, vous n'avez que 28 ans quand même. Effectivement. C'est vrai que c'est passé une éternité depuis. Mais on a commencé en fait sans capital, on a fait un crowdfunding de 10 000 € pour constituer notre capital. Avec ça, on est allé voir Réseau Entreprendre, qui est un réseau assez génial dans toutes les régions, pour avoir un prêt d'honneur. Et ensuite, on est allé voir BPI France pour avoir la bourse French Tech. Et avec l'ensemble de cet argent, nous avons pu pendant 1 an développer notre solution qui est assez ambitieuse parce que c'est ce qu'on appelle des business à 2 pans. Il faut à la fois du contenu et à la fois des utilisateurs. Tout à fait. Et si vous n'avez pas l'un ou l'autre, ça ne marche plus. Et ensuite, grâce à cette première mise de départ, nous avons pu convaincre des investisseurs du potentiel de notre plateforme et de notre ambition. Alors au niveau du confinement, finalement, vous, ça ne change pas grand-chose pour vous puisque vous faites beaucoup de choses en distanciel. Par contre, vous avez mis en place un système de management et que vous appelez OKR. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, effectivement, Rocambole, depuis ses débuts, est en distanciel. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, Rocambole, c'est 10 collaborateurs dans 8 villes différentes. On a des personnes qui travaillent que la nuit, par exemple. On en a qui travaillent que le matin. Enfin, voilà. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Du moment que c'est fait. Voilà, c'est fait. On viendra sur les OKR juste après. Mais on a des réunions de temps en temps de suivi, etc. Ça, c'est important de s'y fixer parce que c'était finalement la seule règle qu'on a et la seule interaction qu'on a, entre guillemets, à part notre forum. Donc ça, c'est une première philosophie ADN de Rocambole, d'être en distanciel. Donc le confinement ne change rien en termes de management.
Maintenant, les OKR sont en train d'être mis en place sur Rocambole. C'est pas nouveau, hein, ça a des dizaines d'années. Mais l'idée, c'est vraiment de fonctionner par itération, donc sur 4 à 6 semaines, en disant, bah voilà, l'objectif dans 6 semaines, c'est d'avoir produit une série qu'on considère comme notre meilleure série. C'est très important d'avoir en fait un objectif qui est qualitatif, pas quantitatif. Et donc pour arriver à ça, par exemple, ça pourrait être, notre objectif, c'est d'être numéro 1 sur le store dans la lecture. En général, on est entre numéro 10 et 15 avec Rocambole. Bah pour ça, ok, qu'est-ce qu'il faut faire sur le produit? Bah pour ça, il faut faire 3 super séries, etc. Et on définit en fait là du quantitatif par, on va dire, team chez Rocambole, produits financiers, marketing, com, réseaux sociaux, etc. Donc c'est là où les OKR ont leur intérêt, et ça va jusqu'à après un niveau très fin de dire ok, pour 3 séries produites, qu'est-ce qu'il me faut? Ah bah il me faut 3 candidatures par jour sur notre site. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Ah bah il faut 100 € de budget en réseaux sociaux pour faire la promo. Et donc en fait, ça vous constitue vraiment une roadmap très fine par petite action. Et l'objectif, il faut le savoir, des OKR n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. En fait, c'est de tirer l'entreprise vers une ambition, vers une idée. Et si l'objectif est atteint, c'est qu'on n'a pas visé assez haut. Donc on est satisfait à partir du moment où on arrive à 60-70% de l'objectif. Et ça évite cette idée de se dire « Ah, tu n'as pas fait ton objectif, c'est mal ». Non, en fait, on va tous dans la même direction, on va vers cette direction numéro 1. Maintenant, comment on fait pour y arriver le plus possible? Et si on y arrive, tant mieux, bah, c'est qu'il faut relever la barre pour être encore plus ambitieux. Et donc pour vous, tout passe par les réseaux sociaux pour trouver des auteurs? Alors, le bouche à oreille, nous, 40% de notre croissance se fait par bouche à oreille. Donc ça marche plutôt, alors réseaux sociaux ou à l'ancienne. Mais effectivement, nous, toute notre communication est sur le digital, les réseaux sociaux, nos newsletters, etc. Après, historiquement, on faisait aussi ce qu'on appelle du marketing narratif, donc descendre dans la rue ou ce genre de choses. On avait prévu une opération Les Crieurs de rue, qui était encore un clin d'œil à notre ADN, avec des acteurs qui allaient distribuer une gazette qui est notre histoire, une série dans la rue, dans le métro. Mais bon, là, c'est un peu moins possible en ce moment, donc on se concentre sur là où on est bon, c'est-à-dire sur le numérique. Merci beaucoup François Delporte. Alors on va rappeler peut-être l'adresse du site de l'appli pour alors, pouvoir accéder à ces lectures. Rocambole.io, c'est notre site web, et sinon c'est très facile sur votre Apple Store ou votre Play Store Rocambole, et vous téléchargez l'application, c'est gratuit. Merci beaucoup en tout cas à nouveau, c'est parce que c'est très, très intéressant. Alors Thierry Delarover, vous aussi vous avez créé une start-up, mais par contre pas de financement public, c'est du financement de la love money comme on dit, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Parce que votre métier c'est architecte. Tout à fait. Moi à la base j'ai une entreprise d'architecture depuis 25 ans. Je suis le patron d'une entreprise d'architecture. Et tout d'un coup, vous vous dites, enfin c'est pas tout d'un coup, il y a toujours une explication, c'est ça qu'on veut entendre bien sûr. Vous dites, je vais créer Stop Marcel, une plateforme qui permet de déclarer en ligne des comportements jugés déplacés ou ce qu'on appelle souvent le harcèlement peut-être. Comment vous est venue cette idée? Oh bah, c'est du vécu, c'est toujours une histoire qui part souvent du vécu. Après 25 ans, j'ai une collaboratrice qui est en rupture de contrat et qui me convoque au prud'homme. Et pour motif de fait de harcèlement. Donc je tombe de ma chaise. Il faut dire qu'on est une société familiale, je travaille avec ma femme, je travaille avec des gens, enfin voilà, c'est une société qui est une petite famille, quoi. Et en tant que chef d'entreprise, on a peur, j'imagine, quand on voit qu'on a un procès à venir en harcèlement? Oui, parce qu'en plus, les indemnités pour harcèlement sont très lourdes. Si vous voulez, le harcèlement, aujourd'hui, permet de déplafonner globalement, très synthétiquement, la loi Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les indemnités de licenciement sont plafonnées en fonction du nombre d'années que vous avez dans l'entreprise, et de votre salaire, bien sûr. Et le harcèlement fait voler ce plafond en éclats. Donc, on demande des sommes astronomiques. Ça permet de demander des sommes astronomiques. Dans mon cas, c'était 78 000 €, je crois. Donc, c'était une somme importante. Et donc, je tombe de ma chaise, j'appelle mon avocat, qui est une amie, et qui se met à rigoler, qui dit « Mais oui, mais le harcèlement, Thierry, je fais ça tout le temps, quoi. Quand je suis demandeur, quand je suis en demande, je fais ça tout le temps. » Je lui dis « Comment ça ?» Elle me dit « Bah oui, ça permet de plafonner la loi Macron. D'ailleurs, regarde les statistiques, dans 8 cas sur 10 aujourd'hui au prud'homme, le harcèlement est invoqué. » Alors là-dedans, dans ces 8 cas sur 10, c'est pas la réalité du terrain. Il y a bien heureusement pas autant de cas de harcèlement en France, fort heureusement.
Donc je me dis, mais comment je peux prouver quelque chose que je n'ai pas fait? Et là, je ne trouve pas. Donc je me dis, il faut créer une plateforme bon marché, accessible, facile d'usage, qui permette, d'éviter tout ce brouhaha judiciaire, donc toutes ces stratégies judiciaires autour du harcèlement, pour entendre que l'essentiel, que le vrai harcèlement, qui lui doit ressortir. Et c'est pour ça, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit très bon marché et très facile d'accès, donc de n'importe quel endroit. Parce que quand vous êtes harcelé, vous êtes en situation de faiblesse. Et vous êtes difficilement en position de dire à la personne qui vous harcèle. Alors, en plus, il faut distinguer, il y a quand même deux sortes de harcèlement. Le harcèlement du pervers et le harcèlement maladroit, qui peut être de la drague, qui peut être la réflexion maladroite. Enfin, il y a plusieurs sortes de harcèlement. Parce que c'est la difficulté du harcèlement. Chacun met la limite ou chacun met sa limite, pardon. Et surtout en fonction de son moment de vie, sa limite est différente. Vous accepterez aujourd'hui quelque chose plus facilement, vous auriez accepté peut-être un peu moins avant, ou peut-être si vous étiez dans une situation de vie un peu plus compliquée. Donc l'idée, c'est de pouvoir déclarer ces vraies situations de harcèlement et d'enlever tout ce brouhaha judiciaire, j'ai envie de dire. D'accord, donc c'est pour pallier aux attaques judiciaires que vous avez créé cette plateforme. Alors comment ça marche cette plateforme? Et est-ce que c'est pour les entreprises ou est-ce que c'est pour le salarié qui peut déclarer quelque chose? Alors c'est pour pallier à la stratégie judiciaire et pour faire ressortir les vrais cas de harcèlement, parce qu'ils existent. Il ne faut vraiment pas minimiser ça, c'est important. C'est quelque chose qui est aujourd'hui important en France et qu'on ne traite pas. C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure du harcèlement sexuel, mais il n'y a pas que ça, il y a le harcèlement moral, il y en a plein d'autres de harcèlement. Le harcèlement peut être de toutes sortes. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée du harcèlement scolaire. Le harcèlement peut être de toutes sortes. Il peut être moral, il peut être psychologique, il peut être j'ai envie de dire, même sur des orientations sexuelles, couleurs. Enfin, tout ça, c'est du harcèlement à partir du moment où c'est plus bien perçu. À partir du moment où on vous fait une réflexion sur votre orientation, ou sur votre couleur, si c'est bien perçu, c'est pas du harcèlement, c'est de la plaisanterie. Si ça commence à vous heurter, à vous choquer, ça devient du harcèlement. D'accord. Alors donc comment ça marche cette plateforme Stop Marcel? Alors cette plateforme Stop Marcel est adressée à tout le monde. Donc, ça peut être adressé aux mairies, ça peut être adressé aux milieux associatifs, ça peut être adressé aux entreprises, ça peut être adressé à tout ensemble de personnes qui comportent un responsable légal. Parce que la clé, c'est le responsable. Donc cette entreprise, on va prendre le cas d'une entreprise, s'abonne chez nous, chez Stop Marcel. Et on crée un espace sécurisé pour chaque personne, pour chaque salarié de l'entreprise. Cet espace sécurisé lui est propre, lui est remis un code d'accès, un login, un mot de passe, pour parler un peu informatiquement. Et dans cet espace, la personne peut déclarer une situation de harcèlement. Donc de façon anonyme ou de façon assumée. Alors, l'objectif est de résoudre la situation, parce que l'objectif, c'est d'arrêter. Si vous voulez, le harcèlement, ça va toujours crescendo, c'est comme tout. On ne passe pas d'un état de paix à une guerre atomique. On a toujours une situation qui va crescendo. Donc l'objectif, c'est d'arrêter le plus tôt possible. Donc la personne, elle, quand elle se sent en situation inconfortable, fait une déclaration. Cette déclaration, s'il est anonyme, elle est accompagnée chez nous par un coach qui va prendre la personne en main pour arriver à dialoguer de façon anonyme avec le responsable légal. Si elle est assumée, elle est en direct avec le responsable légal. Et il faut simplement mettre en place des solutions pour pas que ça se reproduise. Donc pour que cette situation cesse. Alors, je vais prendre un exemple trivial, basique, simple. Toutes les fois que je vais dans le local photocopieur, il y a monsieur un tel qui vient avec moi dans le local photocopieur, sa présence me met mal à l'aise. Voilà, l'exemple est ok, on fait un règlement, une personne à la fois au local photocopieur, ou trois personnes, mais jamais deux. Voilà, c'est des petites adaptations de règlement qui permettent d'arrêter les choses avant que la situation dégénère. Parce qu'après, c'est toujours une parole contre une parole. Et après, on n'arrive pas à arrêter la situation. Voilà, donc en fait, c'est une possibilité à la fois pour l'employeur, tout comme aux salariés, de pouvoir déclarer des soucis éventuels de type risque psychologique ou harcèlement. C'est bien ça? Absolument. Qui s'abonne à la plateforme? Est-ce que moi, en tant que salarié, si mon entreprise n'a pas, adhéré, si je puis dire, est-ce que je peux, moi aussi, demander à
à m'inscrire sur la plateforme Stop Marcel? Alors aujourd'hui, non. Si l'entreprise n'a pas adhéré, il faut un responsable légal. Il faut quelqu'un à qui on puisse adresser cette espèce d'information numérique et qui puisse lui aussi mettre une réponse. Parce que l'objectif, c'est qu'in fine, il y ait une réponse, si vous voulez. L'objectif, c'est qu'in fine, encore une fois... Parce que le problème, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la preuve. Absolument. Donc, ce n'est pas un système punitif où la punition en matière de harcèlement, elle arrive trop tard, déjà. Et deux, elle est compliquée à gérer parce qu'encore une fois, c'est une parole contre une parole. L'objectif, c'est un objectif préventif. C'est-à-dire que quand la situation commence à dégénérer, on l'arrête. Donc, le responsable légal, lui, va mettre une solution en place, en face de cette situation pour l'arrêter. Donc, pour répondre à votre question, il faut un responsable légal. Alors, aujourd'hui, on a un certain nombre de syndicats qui sont rentrés en contact avec nous pour nous demander de le mettre en place d'une façon, j'ai envie de dire, intuitive pour les adhérents de ces syndicats. Effectivement, c'est possible à partir du moment où on a un responsable légal en face. Bien sûr. Alors, ça coûte combien pour une entreprise? Comment vous faites? Quel est votre modèle économique? Alors, le modèle économique, c'est de l'abonnement. C'est très bon marché pour l'entreprise de 10 personnes, c'est 250 € par an, 25 € par mois. Pour une entreprise de 10 000 personnes, c'est 30 centimes d'euros par salarié. Vous voyez, donc c'est excessivement bon marché. Le modèle économique, c'est de l'abonnement. C'est de l'abonnement tout bête. Pour une mairie, c'est combien? Alors pour une mairie, comment vous allez faire vos tarifs? Demande Thierry Brun. Parce qu'en fait, pour une mairie, effectivement, la mairie en tant que telle, mais vous avez souligné le fait que c'était la journée du harcèlement scolaire, c'est aussi un sujet, en fait. On le voit dans l'actualité depuis déjà beaucoup d'années, en fait, avec notamment les réseaux sociaux et tout ce qui peut se passer, en fait. Comment ça se passe au niveau des écoles, en fait? Est-ce qu'il y a des points particuliers ou des expériences ou des meilleures pratiques particulières sur les écoles, sur les établissements scolaires? Alors, pour les établissements scolaires, on a déjà un tarif étudiant qui est moins cher, comme à peu près toutes les sociétés, parce que les étudiants d'aujourd'hui sont les porteurs et les porteurs de demain. Effectivement, à partir du moment où on a cerné le responsable légal, alors on est aujourd'hui plus interrogé dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement de type lycée ou collège. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un responsable légal, eh ben, on sait faire la prévention du harcèlement. Et ça se pose beaucoup sur les enseignements supérieurs parce qu'on va envoyer tout un tas de jeunes personnes en stage en entreprise qui n'ont pas les codes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez en stage en entreprise, ben, vous n'avez pas les codes, donc vous ne savez pas si la personne, ce qu'elle vous dit, c'est bien ou c'est pas bien, et vous n'osez pas... Oui, quelquefois, le ton de la plaisanterie n'est pas toujours celui qu'on pense, en fait. Absolument, ça peut vous mettre mal à l'aise. Et là, ben, Stop Marcel sert à ça. Une déclaration remonte au chef d'établissement qui va le redescendre au DRH en disant voilà, il se passe ça, la personne va rester anonyme, mais je pense qu'il faut mettre telle solution en place pour pas que ça se reproduise. Mais effectivement, donc si une mairie voulait installer donc ce système, cette plateforme Stop Marcel, c'est possible? Bien sûr, tout à fait. Alors, les mairies, quelques mairies sont déjà en contact avec nous. Là, nous n'étions pas partis sur les mairies à la base. Encore une fois, ça s'adressait aux TPE, PME. Et aujourd'hui, les mairies et les grandes entreprises étonnamment viennent vers nous. Alors, les grandes entreprises, par le biais des CSE ou des syndicats, viennent vers nous parce qu'on a une preuve solide. On a une déclaration solide, il n'y a rien, aucune déclaration n'est mise de côté. Ça, c'est vraiment important. Le coût pour une mairie comme la vôtre, vous êtes combien en mairie? Combien de salariés déjà dans la mairie? Pour la mairie elle-même? La mairie en elle-même, c'est 42 agents. Mais après, ce qui est intéressant, c'est toutes les interactivités qu'il peut y avoir aussi dans le milieu scolaire, puisque dans une mairie, bien sûr, la mairie est responsable, en tout cas, de l'infrastructure, des bâtiments, en fait, de tout ce qui est élémentaire, enfin maternelle et primaire, ou crèche quand il y a des crèches en mairie. Donc tout ce parcours scolaire-là est en tout cas en partie sous la responsabilité de la mairie, hormis que, bien sûr, le temps scolaire est sous la responsabilité de l'éducation nationale. Oui, et surtout, ce qu'il y a, c'est le milieu associatif. Oui. Vous pouvez avoir des milieux associatifs, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui qui ressortent, et ça se passe depuis toujours, mais ça commence à ressortir aujourd'hui dans le milieu sportif, Oui, c'est dans tous les milieux, de toute façon, ça on entend bien. Aujourd'hui, dans tous les milieux, tant qu'on ne protégera pas, eh ben, ça perdurera. Donc il faut protéger. Voilà, donc si on veut se protéger du harcèlement, eh bien, la plateforme Stop Marcel est toute nouvelle. On va rappeler, Thierry Delarovere, l'adresse www.stopmarcel.fr. Stopmarcel.fr, voilà. Et c'est valable à tout le monde, les entreprises, les associations, les écoles.
les lycées, les études supérieures, bien sûr. Alors, pour vous développer, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Thierry Delarovere? Quels sont vos besoins? Alors, nos besoins, on a déjà des besoins commerciaux aujourd'hui parce qu'il faut aller porter cette parole. Et quand on l'explique, c'est simple. Après, le lire sur Internet, c'est un peu plus compliqué. Donc, on s'est rendu compte que le harcèlement, le sujet est délicat. Et donc, il faut en parler en personne. Donc, on a besoin de commerciaux. Voilà, aujourd'hui. Et puis, on va certainement passer sur un mode de financement aussi autre que le mien. Aujourd'hui, j'ai fourni ça en fonds propres. Aujourd'hui, on va passer sur un mode de financement un peu plus... enfin, l'externaliser ce financement de manière à aller un peu plus vite dans notre développement. Donc, vous pensez avoir recours à un emprunt ou aller vers des business angels comme l'a fait donc François Delporte? On va plus vers des business angels et du crowdfunding parce que c'est effectivement quelque chose... On a déjà été contacté par des plateformes de crowdfunding parce que c'est un sujet qui est porteur et qui intéresse les gens. Et qui intéresse effectivement. Alors, quand vous dites on a besoin en commerciaux, alors concrètement, quelle est la rémunération que vous pouvez proposer? Alors aujourd'hui, nos commerciaux sont indépendants sur Stop Marcel. Donc ce sont des sociétés qui développent et qui diffusent Stop Marcel. Donc ce sont des sociétés indépendantes. Aujourd'hui, on est passé sur cette approche-là, car on a été voir des sociétés qui vendent déjà des produits aux entreprises. Donc c'est vraiment l'approche la plus simple. Donc aujourd'hui, nos commerciaux sont des sociétés indépendantes. Après, effectivement, on va prendre des directeurs commerciaux qui vont s'adresser plus facilement vers des administrations où il y a aussi un besoin. Et là, donc, le directeur commercial, son salaire sera de 5 000 € en brut par mois, plus évidemment en rémunération. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, vous allez sur le site donc, de Stop Marcel et vous allez dans la page contact, j'imagine, et vous contactez Thierry Delarovere. Donc pour le futur, qu'est-ce qu'on vous souhaite, Thierry Delarovere? D'arriver à briser cette loi du silence et cette espèce de barrière qu'il y a aujourd'hui en France sur le harcèlement, par le biais de notre plateforme, quelle qu'elle soit, mais arriver à briser ça. Aujourd'hui, les gens sont réfractaires, les gens ont peur, les DRH ont peur de parler de harcèlement, ils sont obligés par la loi, donc il faut le strict minimum, il faut aller plus loin. Et donc finalement, c'est un appel au DRH, c'est à eux finalement de lever le voile, si je puis dire. Complètement. Aujourd'hui, les DRH, même de très grosses entreprises, me disent, mais pourquoi je vais lever, j'ai envie de dire, le voile ou ouvrir cette boîte de Pandore alors que j'ai 7 informations sur 10 ne m'arrivent pas? Pourquoi je vais en traiter beaucoup plus que celles qui m'arrivent? C'est bien comme ça. Est-ce que finalement le fait du télétravail actuellement ou du coworking peut supprime, disons, les cas de harcèlement? Est-ce qu'il y en a moins? Non, ils sont différents. Ils sont traités différemment. Aujourd'hui, on a des déclarations qui sont sur des horaires de travail à rallonge, sur des appels le dimanche parce que l'ordinateur est en panne ou chose qui ne se serait jamais produit en cas de non-télétravail. Et on a aussi... Donc là, on parle de harcèlement du temps, finalement, de travail. Oui, on a du harcèlement. Tout à fait. Après, on a des managers qui ne sont pas formés, contrairement à mon voisin, au télétravail. Et donc, les managers sont en stress. Et donc, étant en stress, ils communiquent un stress à leurs collaborateurs en demandant des reports toutes les heures, toutes les ou 4 fois par jour, des reports de ce qu'ils font. Et ça provoque un stress important. Et les gens se sentent injustement pointés du doigt ou incriminés sur pas faire réellement du télétravail. Donc, il y a ce deuxième aspect. Puis il y a le troisième aspect qui est vraiment important et qui commence vraiment à ressortir, c'est tout le monde n'est pas bien chez soi, ça ne se passe pas toujours très bien chez soi, on n'est pas toujours dans des conditions de vie agréables. Optimum, oui. Optimum, on n'est pas toujours un espace, on n'a pas toujours un grand espace pour vivre. Et l'entreprise, c'est un exutoire, on sort, on voit des gens, on discute, on parle de ses problèmes devant la machine à café, et on a de l'espace et on change d'environnement. Et ça, aujourd'hui, ça devient très marqué. Donc finalement, le télétravail n'est pas une fin en soi, c'est ça qu'on comprend à travers vos propos. C'est pas si apprécié que ça. Le télétravail est apprécié quand il se résume à 2 jours par semaine. Là, c'est la liberté, là, on n'est pas obligé d'être dans les embouteillages. Là, c'est la liberté. Plus de 2 jours par semaine. Après, ça dépend des profils. Un informaticien est très tranquille en télétravail parce qu'il a ce profil-là. Un commercial, c'est plus compliqué. Mais au-dessus de 2 jours, on ressent quand même une difficulté. On ressent une difficulté des gens à les percevoir bien.
Merci en tout cas pour tous ces nouveaux risques dus au télétravail, Thierry Delarovère. Et puis cette plateforme Stop Marcel, on est très intéressé de savoir un petit peu l'ampleur qu'elle va prendre dans le futur. Parce qu'effectivement, c'est un bon moyen, plutôt que d'aller tout le temps devant les tribunaux, de résoudre et puis de me remettre une bonne ambiance dans une entreprise. Alors justement, Thierry Brun, vous êtes maire de Margency, mais vous avez quand même un métier. Vous êtes responsable, vous êtes très au fait des données personnelles, parce que vous travaillez dans une grande entreprise qui elle-même a mis le télétravail bien avant l'heure, en tout cas en France. Oui, tout à fait. En fait, je travaille dans une très haute société de technologie connue. D'informatique, on peut dire, comme on disait avant. Voilà, exactement. on dit c'est intelligence artificielle maintenant. C'est beaucoup plus orienté sur l'intelligence artificielle. Et donc, le télétravail, ça passe avant tout par avoir un accès déjà numérique 100%, c'est-à-dire d'avoir du zéro papier. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que nous on a connu déjà depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de bureau au sens bureau personnel. Le bureau personnel, c'est le PC et ça permet de là où on est de se connecter, mais ça peut être aussi de là où on est parce qu'on peut avoir un besoin d'une réunion ou d'une salle de réunion de 2 personnes, de 3 personnes, de 10 personnes, de 18 personnes. Et donc, finalement, on design, on dessine en fait son besoin d'espace en fonction, bien sûr, des différentes réunions ou rendez-vous qu'on peut avoir. Donc ça, c'est le premier point. Donc le télétravail, ça existe depuis très longtemps, en fait, mais je rejoins effectivement Thierry sur le fait que dans une semaine, c'est bien d'avoir du télétravail, mais c'est bien aussi d'avoir des zones d'interaction avec des collaborateurs, puisque en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui se font par l'échange, par le partage, et même si on peut le faire aujourd'hui beaucoup, et ça se fait beaucoup bien sûr pendant la période de confinement avec les nouvelles technologies de visioconférence, c'est quand même beaucoup plus simple parfois de se réunir en mode physique, en mode présentiel. En fait. Et d'ailleurs, quand on passe sa journée à faire des visioconférences, c'est quand même aussi très fatigant, ça demande en fait une attention un peu différente d'une réunion présentielle classique, qui est beaucoup plus interactive en fait. Sur la protection de la vie privée, oui, effectivement, c'est mon expertise depuis janvier 2016, puisque j'ai découvert ce sujet-là après la négociation, vous savez, du règlement général de la protection des données, qui a été voté en décembre 2015 par le Parlement européen et qui a été mis en place en application, pour être précis, en mai 2018 dans tous les pays d'Europe, y compris bien sûr en France. Et là, il s'agit, ça rejoint aussi les sujets également de harcèlement, il s'agit de protéger les données personnelles de la vie privée de chacune et chacun. Et ça a nécessité un bouleversement très important dans les entreprises, puisque le premier sujet, bien sûr, qui vient à l'idée quand on doit protéger les données personnelles des personnes, que ce soit des citoyens, que ce soit des personnes privées pour des clients ou des personnes employées en tant que ressources humaines, puisqu'on a bien sûr beaucoup de données personnelles quand on gère en fait des personnes, c'est de savoir où sont les données. Et donc c'est vrai que les données personnelles dans une entreprise, c'est pas toujours évident de connaître l'exactitude en fait de la cartographie, pour utiliser un mot un peu plus informatique, la cartographie ou la carte en fait des données personnelles dans le système d'information d'une entreprise. Donc il y a eu dans les années 2017-2018 et puis bien sûr après des technologies, alors certains pourraient appeler d'intelligence artificielle ou en tout cas d'analyse des données, qui ont permis de déjà explorer dans tous les systèmes, dans toutes les bases de données, dans tous les systèmes non structurés, parce qu'en fait on utilise tous aussi des messageries qui véhiculent aussi des fichiers, qui véhiculent parfois des curriculum vitae, qui véhiculent des données personnelles d'autres personnes. Et c'était très intéressant de connaître en fait toutes les données personnelles qui sont maîtrisées par les entreprises sur ses clients et sur ses employés. Donc ça, c'est une première approche. Et ensuite, bien sûr, il y a toutes les actions qui sont liées à cela, à savoir que quand on a un certain nombre de données personnelles, il faut évaluer, bien sûr, la criticité de ces données personnelles. C'est pas pareil, bien sûr, quand on a dans une mairie des données personnelles concernant en fait les actions solidaires ou effectivement des données personnelles de type paiement, puisqu'on a les portails famille,
ou des données personnelles dans une entreprise qui sont liées tout simplement à des clients qui passent des commandes et à qui on fait des factures. Justement, on va demander à nos deux entrepreneurs du jour savoir s'ils savent où sont les données qu'ils récoltent de leur plateforme, où sont situées les données. Thierry Delarovere. Chez nous, les données sont situées en France. On a pris le parti pris de tout héberger en France, des prix un peu supérieurs à l'hébergement externe sur des grandes plateformes, par exemple de streaming qui ont des pouvoirs, des grandes plateformes, des grandes correspondances qui ont des pouvoirs d'hébergement importants, à des coûts très faibles. Aujourd'hui, on a pris le parti pris d'héberger en France et toute notre chaîne est française de A à Z. Alors effectivement, pour conserver les données, il faut un accord CNIL. Nous, c'est l'essence même de notre métier, c'est de conserver et de les sécuriser, qu'elles soient ineffaçables. Enfin, c'est vraiment l'essence même de notre métier. Donc effectivement, on a l'accord CNIL là-dessus et on les conserve en France. Donc pour Stop Marcel, tout est déclaré à la CNIL et du coup, vous conservez tout en France. Est-ce que c'est pareil pour vous, François Delporte? Alors pour Rocambole, c'est un peu différent. Nous, on est passé par un partenaire de Station F. Station F, c'est le plus gros incubateur du monde situé à Paris, dans lequel on est. Donc je ne citerai pas le nom en termes de partenaire, mais pour des raisons de coût, on est une jeune start-up, on a pris partenaire, on a 2 ans de gratuité, le temps de monter ce qu'on appelle notre architecture informatique. Et donc là, on a pris ce partenaire. Après, nous, on a très très peu de données personnelles. On ne demande que votre prénom pour vous dire bonjour, quoi, et l'adresse mail et le mot de passe. Tout le reste, on n'a rien en fait sur Bien nous. sûr. Mais c'est la politique. C'est les données d'identification qui sont assez simples. Mais on ne sait pas votre âge, votre sexe, votre CSP, etc. Donc on ne sait que votre consommation. Et là, c'est quasi anonyme et on ne fonctionne que par ID anonyme. Merci beaucoup pour toutes vos expertises. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été présents avec nous. Cette émission s'achève. Vous étiez donc au bar de l'économie. Et moi, je vous dis à demain. Très bonne journée. Ciao, ciao.